Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Alors, j'ai une question est-ce que les personnes atteintes d'affections pulmonaires sont plus à risque de Covid que d'autres? Qui veut répondre? Marie-Pierre Revel, peut-être? Pouvez-vous répéter la question, Jean-Claude? Est-ce que les personnes atteintes d'affections pulmonaires sont plus à risque que d'autres pour la Covid? Ça me fait beaucoup de mal de dire ça comme radiologue thoracique, mais on s'est aperçu que les patients qui avaient de l'emphysème post-tabagique étaient absolument sous-représentés dans notre large série là sur 11 000 scanners. Et puis, l'explication, c'est probablement que les patients qui fument ont une expression d'ACE2 au niveau de leur épithélium respiratoire. Vous savez, ACE2, c'est la protéine qui permet au virus l'une des protéines qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Donc, l'expression doit être probablement différente. Donc, alors, c'est pas le cas de toutes les affections respiratoires. Mais effectivement, les patients qui ont ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, on les a pas vus dans les services de réanimation. Les patients qui ont de la mucoviscidose aussi, on était très inquiets. Ça semble pas avoir été le cas non plus. Par contre, là, j'ai un ami asthmatique qui est actuellement hospitalisé en service de pneumologie, mais sous 5 litres d'oxygène. Tout dépend aussi de l'état préexistant. Mais voilà, ça n'est pas apparu en tout cas l'état respiratoire comme un facteur de gravité au même titre que l'obésité, le diabète ou l'hypertension. Eric Combe, j'ai une autre question. La durée de confinement est-elle toujours de 14 jours? La durée de la quarantaine, vous voulez dire Ouais, non, c'est 7 jours. La question, c'était écrit confinement, mais c'est la quarantaine en fait. 7 jours maintenant. Mais en Allemagne, c'est toujours 14 jours. Agnès Ricaribon, j'ai une question sur le SAMU. Vous avez dit lors de votre intervention que la première chose à faire était d'appeler le 15, et il y a des gens qui disent oui, mais le 15 a été complètement saturé pendant la première vague. Alors ça, est-ce que c'est une fake news ou est-ce que vous avez réellement été saturé? Notamment, il y a des choses qui traînent aussi sur la toile en disant les gens sont morts d'infarctus parce qu'ils n'avaient pas le 15 au téléphone, ils sont morts avant. Alors. Ça a été vrai les 2-3 premiers jours, parce qu'effectivement, on est passé de 1300 à 7600 appels, donc le temps de se réorganiser, vous imaginez bien que n'importe quelle plateforme d'appel aurait été en difficulté, mais très rapidement, et on l'a publié dans le journal Scandinavian, la modification des organisations pour faire en sorte que les assistants de régulation médicale priorisent les appels. On a mis un serveur vocal interactif pour que les appels Covid qui n'était pas urgent, soit sur une autre filière d'appel. On a mis en place des SMS. Enfin, il y a eu beaucoup d'innovations organisationnelles et de renforts qui ont fait que les critères qualité de décroché se sont améliorés pendant la phase Covid. Alors, évidemment, pas les 3-4 premiers jours, mais ensuite, et on a été en plateau sur pratiquement 3 à 4 fois l'activité normale pendant pratiquement 4 semaines, a montré que les délais de décroché était tout à fait correct, voire même amélioré. Et on l'a même publié. Alors, il est évident qu'il y a une priorisation en fait des appels, et que au tout début il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas encore le numéro vert, ce fait qu'il y a eu des appels au 15 qui n'étaient pas des appels de patients, mais qui étaient des appels pour avoir de l'information. Lorsque le ministère a mis en place le numéro vert, qui a permis justement de dévier tous ces appels qui n'étaient pas des appels de patients symptomatiques, mais juste de l'information, ça a considérablement allégé la charge et remis le SAMU Centre 15 dans son rôle, qui était non pas de donner
des informations sur la géographie de la Chine et des conseils de voyage, mais plutôt sur vraiment l'analyse des besoins médicaux. Et c'est grâce à cette organisation et avec le travail avec tous les partenaires qu'on a pu mieux utiliser l'ensemble du système de soins et cette coopération ville-hôpital. J'ai une dernière question, et puis après je vous demande un petit mot, une phrase, parce qu'on commence à être en retard, une phrase de conclusion à chacun, mais j'ai une dernière question qui doit venir d'un médecin sans doute. Agnès Ricard-Ribon, vous avez souligné l'importance de la coopération entre la médecine, entre l'hôpital, la médecine de ville, les associations du type Croix-Rouge, l'importance du dialogue avec les sociétés savantes, et il me dit, est-ce que tout ça, ça va continuer après? Ou est-ce que la vie va reprendre, on va se remettre en silo? Bien sûr, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place avec finalement les régulateurs de médecine générale qui sont en lien avec la ville et qui travaillent très étroitement avec nous. Et c'est l'objectif du service d'accès aux soins qui avait été travaillé dans le pacte de refondation des urgences pour lequel on a déposé des dossiers communs médecine générale, médecine d'urgence pour que cette organisation se pérennise hors crise. Conclusion à chacun. Marie-Pierre Revel. Oui, moi je voudrais dire que voilà, il faut faire un bon usage de l'imagerie, que le scanner, c'est la capacité chez les patients qui ont des symptômes respiratoires et qui se présentent à l'hôpital de faire gagner du temps sur l'orientation, d'estimer le pronostic et surtout de ne pas passer à côté de bronchopneumonie bactérienne qui nécessite une antibiothérapie spécifique. Et je voudrais souligner que notre communauté s'est vraiment mobilisée pour diffuser la connaissance. Tous les radiologues qui n'étaient pas spécialistes du thorax, ils ont appris à reconnaître ce que c'est que cette maladie. Et c'est pour ça que, voilà, en France, quand un radiologue interprète un scanner, il est performant, ce qui n'était pas forcément le cas des collègues chinois au départ qui ont décrit n'importe quelle anomalie du scanner comme étant en rapport avec le Covid. Voilà. Caribon. Bien utiliser le système de soins, c'est-à-dire appeler le médecin traitant quand il n'y a pas de signe de gravité, appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences quand il y a des signes de gravité, ne pas avoir peur d'aller à l'hôpital quand il y en a besoin, parce que l'hôpital est bien organisé pour pouvoir gérer les filières Covid et les filières non Covid de manière séparée. Écoutez, oui, vous m'avez un peu volé ma conclusion, parce que c'est pas grave, c'est une bonne conclusion. Je pense qu'effectivement, il faut pas oublier les autres malades et c'est à peu près, c'est quand même beaucoup ce qui m'inquiète, je vous avoue, en ce moment, même si je sais que le Covid pose problème, évidemment. Et j'aurais passé un message fondamental, c'est le respect des mesures barrières, même à appliquer dans sa vie personnelle, ce qui n'est pas évident, mais ce qu'il faut faire. Je vous remercie tous. Écoutez, vous êtes tous passionnants. Éric Combe, je rappelle le titre de votre ouvrage Urgence sanitaire chez Robert Laffont. Marie-Pierre Revel, je rappelle que vous êtes est-ce que vous êtes présidente de la non, vous êtes à la Société d'imagerie thoracique, vous n'êtes pas encore présidente. En tout cas, vous êtes chef de l'unité de radiologie, de cardiologie. Non, je suis montée en grade, maintenant je suis chef de service, mais bon. De service. Ça n'a aucune importance. Voilà. Et Agnès Ricard-Ribon, on aurait bien aimé vous demander ce que vous a dit Emmanuel Macron quand vous l'avez reçu à l'hôpital de Pontoise, mais on n'a pas le temps. Ce sera pour une autre fois. Je vous remercie. Et maintenant, on va passer à la prochaine session. Merci à tous. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.